Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau supplément, ce nouveau BADA, comme les BADA précédents qui nous ont conduits au tout début à explorer la France du nord au sud, de l'est en ouest, puis ensuite en Russie, au Japon, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Grèce, en Australie et même au Vanuatu. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à ce qui se passe dans un autre pays, un pays d'Amérique latine où la pandémie a pris une importance considérable, c'est le Brésil. Et nous allons nous y intéresser avec Christian Pouyaud. Christian Pouyaud, bonjour. Bonjour, bon dia. Vous êtes un vieux Brésilien, mais vous êtes un franco-brésilien. Vous avez été au Brésil, vous êtes allé au Brésil pour une très grande entreprise française. Vous vous êtes intéressé à ce pays au point d'avoir épousé une carioca, si les enseignements donnés par vous d'ailleurs sont bons. Vous vous êtes aussi beaucoup intéressé à la musique brésilienne et vous avez été mon confrère sur Radio Latina, vous avez assuré pendant plusieurs années une rubrique sur la musique brésilienne, je dirais à l'époque la plus riche et la plus foisonnante de la musique brésilienne. Mais c'est malheureusement pas pour parler de musique que nous sommes entrés en contact avec vous, c'est pour parler de cette pandémie qui, en ce moment, semble ravager le Brésil, puisque les informations de ce matin placent le Brésil au deuxième rang des pays les plus touchés par la pandémie. Qu'en est-il pour vous, Christian Pouyaud? Oui, effectivement, la situation est difficile et compliquée, je dirais même assez angoissante. Alors, effectivement, les chiffres sont là. Aujourd'hui, il y a plus de 43 000 morts et officiellement, et il y a 870 000 personnes infectées. Alors ça, ce sont les chiffres officiels. On sait qu'ils sont sous-estimés. Le problème, c'est de savoir de combien, hein. Alors, en ce qui concerne le nombre de morts, un chercheur de la Fiocruz, qui est l'équivalent brésilien de l'Institut Pasteur, a estimé qu'on peut multiplier le chiffre par 2, simplement parce que dans les déclarations de mort, le Covid n'est pas toujours identifié puisqu'il y a extrêmement peu de tests, et très souvent c'est classifié comme maladie pulmonaire ou parfois non classifié. Donc on sera plutôt sur 90 000. Et quant au nombre d'infectés, alors là aussi, il est largement sous-estimé, et il y a eu un certain nombre d'études qui ont été menées qui montrent que le coefficient à utiliser est plutôt de 6. C'est-à-dire, au lieu de 870 000, il y aurait plutôt plus de 5 millions de personnes infectées. Et là aussi, on retrouve le même problème. Il y a extrêmement peu de tests de fait, donc c'est très difficile à discerner. Donc c'est vrai que ce sont des chiffres impressionnants. Ce sont des chiffres qui ont quand même tendance en ce moment à un peu moins augmenter que les dernières semaines. Il semblerait que l'épidémie, que la pandémie, dans les grandes villes, dans les grands centres où elle a explosé au mois de mai, c'est-à-dire d'abord São Paulo, Rio, mais aussi dans le nord, Manaus, Belém en Amazonie, et puis les grandes villes du nord-est, Fortaleza, São Luís et Recife. Il semble que dans ces centres-là, il y a une tendance quand même, alors peut-être à un certain plateau, certainement pas de décroissance, mais au moins de plateau. Par contre, la pandémie continue à progresser dans l'intérieur de ces régions-là, notamment dans l'intérieur de l'Amazonie et du nord-est. Et puis, alors, très mauvaise surprise de ces derniers jours, la pandémie a l'air de se développer dans des régions du Brésil qui étaient extrêmement peu touchées depuis le début, depuis le mois de mars, c'est-à-dire le sud du Brésil, l'intérieur et même le Minas Gerais. Donc, c'est quand même un cadre aujourd'hui qui est quand même assez angoissant, d'autant plus que dans les grands centres qui ont été très touchés par la pandémie, dès qu'on a vu des signes un peu de ralentissement, les hôpitaux étaient un peu moins pleins, etc. et tout, les autorités se sont empressées de déconfiner. Et en ce moment, à Rio, je vis un espèce de déconfinement complètement désorganisé, assez irresponsable, il faut bien le dire. Les autorités médicales ne sont pas très contentes. Et en gros, même si c'est censé être respecter un certain nombre de règles, bon, je ne vois pas beaucoup le respect des règles des confinements, et on risque, ça pourrait mal se passer, ce déconfinement. Il y a vraiment un risque absolument certain.
Et pour édicter des règles, c'est-à-dire pour avoir une politique, pour décider s'il vaut mieux maintenir le confinement, l'aggraver, l'alléger, le supprimer, etc., il faut avoir une bonne vision générale de la pandémie. Pour avoir une bonne vision générale de la pandémie, il faut avoir des renseignements réels, des renseignements vrais, des informations sincères. Or, et vous le soulignez dans votre blog, il y a au Brésil, sur ces informations, il y a une véritable guerre des chiffres. Oui, alors il y a deux sujets différents dans votre question. Le premier, c'est qu'il faut rappeler que le Brésil est un État fédéral et que donc énormément des choses, et notamment dans toutes les mesures sanitaires, elles sont prises au niveau des États, par les gouverneurs des États et par les maires des grandes villes. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement décentralisé, et toutes les décisions de confinement, de prendre les décisions d'ouvrir, de ne pas ouvrir, de moduler et tout, sont des décisions locales. Ce qui évidemment crée la fureur de Bolsonaro, qui aimerait pouvoir intervenir là-dessus, mais il ne peut pas. Alors par contre, effectivement, lui, il cherche à déstabiliser, et en gros, foutre le bordel, je m'excuse, il n'y a pas d'autre mot, et une façon de le faire, ça a été l'offensive, enfin, il l'a fait de 10 000 façons différentes, mais la semaine dernière, il a lancé une offensive en disant « Ah, les chiffres sont faux ». Alors, les chiffres sont remontés par effectivement les secrétariats d'État à la santé des différents États brésiliens. Et son ministère de la Santé, lui, il fait les additions, c'est tout. Sauf que Bolsonaro, pour créer la confusion, a dit « Les chiffres sont faux. Les chiffres sont faux. Ils sont majorés, les États bidouillent les chiffres, donc on va arrêter de les publier ». Bon, évidemment, c'était ce qu'on appelait un coup d'État statistique. Il y a et ça c'était plutôt assez sain, il y a eu une réaction de l'ensemble de la société brésilienne, que ce soit les médias, le monde scientifique, médical, et aussi les politiques, et surtout la Cour suprême, qui a dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là » et qui a exigé le rétablissement de la publication des statistiques, qui sont donc faites à partir des statistiques des États et agglomérées, agrégées globalement. Et il y a beaucoup de chiffres disponibles au Brésil, et le ministère de la Santé a tendance à en consolider pas trop. On ne veut pas trop faire apparaître des chiffres, puisque ça fait partie d'un des leitmotivs de Bolsonaro depuis le début de la pandémie, depuis le mois de mars. Ce n'est pas grand-chose, c'est uniquement l'hystérie des médias, mais ça va vite passer, c'est une petite grippe, enfin toute cette rhétorique qu'il y a eu pour minimiser la pandémie. Et il y a autour de Bolsonaro un certain nombre de gens qui s'emploient à diffuser cette analyse, entre guillemets, de la pandémie, mais il y a aussi au ministère de la Santé une présence assez forte de l'armée, non? Oui, alors ça, il faut revenir un petit peu à ce qui s'est passé au début et peut-être rectifier une vision parfois que j'ai lue dans les médias français. La pandémie au Brésil, la première personne infectée elle a été, alors je trouve ça assez symbolique, le mercredi de décembre, le lendemain du carnaval, la première personne a été infectée à São Paulo. Et début mars, le Brésil est autour du ministre de la Santé de l'époque, s'est remarquablement organisé début mars. Hein. Le ministère de la Santé brésilien était très très bon. Le Brésil a une très grande tradition d'épidémiologie. Ici, on connaît le Zika, le chikungunya, la dengue, la fièvre jaune, j'en passe et des meilleurs, de toutes les maladies tropicales. Donc, il y a un vrai savoir-faire brésilien de lutte contre les épidémies. Les gens, ils savent faire. Le ministère de la Santé était extrêmement compétent. Il a organisé début mars autour de ce ministre de la Santé, qui était un politique tout à fait quelconque, mais qui s'est avéré un très, très bon communicateur et un très bon leader, et qui a fédéré toutes les équipes de santé, aussi bien fédérales que des États, que des villes. Et donc, il y a eu un remarquable plan qui a été mis sur pied et qui a fait que le Brésil a pris les mesures de confinement dès la mi-mars. Ça, les Français n'ont pas réalisé. Moi, je suis confiné depuis le 17 mars, comme les Français, alors que la pandémie est arrivée quand même beaucoup plus tard. Je pense même probablement qu'on a confiné un peu trop tôt. Mais bon. Donc, tout ça a été remarquablement organisé et il y avait quand même une chance que malgré les gros problèmes qu'on connaît de la santé publique brésilienne, de manque de moyens, de manque de matériel, de manque de personnel et tout, bon, le pays semblait se mobiliser. Mais ça, c'était sans compter sur Bolsonaro qui ne voulait pas de ça. Il ne voulait pas de ça. Et effectivement, il a développé tout un discours relayé par ses partisans pour à la fois nier l'importance de la pandémie,
recommandé l'isolement vertical, c'était son grand dada, c'est-à-dire simplement on confine les vieux et les autres vont bosser, en reprenant un leitmotiv de Trump, attention, attention, le remède va être pire que le mal, donc si on confine, on va foutre en l'air l'économie, et si on fout en l'air l'économie, il va y avoir plein de gens qui vont se retrouver sans ressources, sans moyens, et qui vont mourir de faim ou de pauvreté, donc c'est aussi un grand discours. Et puis là aussi avec le discours, de toute façon, c'est pas très grave, on a le remède miracle, la chloroquine, et on n'en parle plus. Et donc, c'est à partir de… Alors, pendant un mois, on a une cohabitation absolument schizophrénique entre l'équipe du ministère de la Santé mettant en place cette politique de lutte contre la pandémie, qui reprenait des choses qui avaient été faites dans les autres pays asiatiques ou européens, hein, mais qui étaient plutôt bien faits et bien communiqués, bien expliqués, et le président à côté, en parallèle, qui disait tout le contraire et qui passait son temps à dégommer la politique de son ministre de la Santé. Alors, tout ça s'est terminé le mi-avril, où Bolsonaro l'a viré, et là, a continué à exercer une pression énorme et de déstabiliser et tout. Et au ministère de la Santé, il a effectivement mis, dans un premier temps, un autre médecin, mais qui est parti au bout de 15 jours parce qu'il refusait de cautionner l'usage de la chloroquine. Et maintenant, qui a mis un militaire, le général de l'ATI, spécialiste de logistique, et qui a amené avec lui 25 militaires pour s'occuper du ministère de la Santé. Donc, ça veut dire que le ministère de la Santé, il ne joue plus son rôle, il est aux abonnés absents, et il ne joue plus du tout le rôle de pilote et de coordinateur de la lutte contre la pandémie. Et donc, c'est laissé à la main des États ou des villes. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle au Brésil le cabinet de la haine? Alors ça, c'est quelque chose que… Alors, c'est une appellation qui est donnée, mais je trouve très juste. Un des leviers de succès de Bolsonaro dans son élection de 2018, il faut rappeler qu'il était un petit député tout seul dans son coin, sans parti, sans moyens, sans ressources, sans appui, sans rien et tout. Ça a été les réseaux sociaux. Et ça, c'était le fait d'un de ses fils, puisqu'il a 4 fils, dont 3 sont des adultes, et les 3 dans la politique. Et un de ses fils a monté, avec des petits jeunes, tout un système de saturation des réseaux sociaux, d'organisation de fake news, de robots, de relais et tout. Et c'est ça autour de Carlos Bolsonaro, Carluxo, qui est le deuxième fils, c'est le plus idéologue de ses fils, a organisé pour son père toute sa campagne électorale à travers il faut reconnaître, une remarquable maîtrise des réseaux sociaux, de tout leur code, de leur langage, de leur façon de faire et tout. Et ça a payé. Et ça a payé. Et donc, ils sont très, très forts pour déstabiliser les gens, foutre des réputations en l'air. Et alors, ils sont assez pervers parce que ça peut s'appliquer aussi à des gens proches de l'entourage du président, mais qui ne plaît pas à ses fils, et notamment à Carluxo. Donc, il a réussi déjà à dégommer un certain nombre de ministres. Et aujourd'hui, il y a une action en cours au Parlement et relayée par la Cour suprême contre les fake news, et pour s'attaquer à ça, parce que ça devient une véritable plaie. Dans l'ensemble, vu de votre poste d'observateur et de connaisseur du Brésil, cette pandémie et la gestion qui en est faite vous semblent affaiblir Bolsonaro, son cabinet de la haine et ses généraux, ou elle a une prise faible, voire pas de prise sur l'opinion à l'égard de Bolsonaro? J'aurais tendance à dire que pour l'instant, ça renforce son pouvoir. Clairement, Bolsonaro, il y a 2 choses. Il n'a pas supporté cette pandémie parce que ça allait foutre en l'air l'économie, et il comptait que l'économie allait enfin aller mieux cette année, alors qu'elle se traîne depuis la crise de 2014, et qu'il allait pouvoir capitaliser là-dessus. Donc, ça contrariait ses projets en vue de sa réélection. C'est la première chose. Et après, il a transformé ça en opportunité de dire comment je vais profiter de la pandémie pour renforcer mon pouvoir et pour dégommer mes ennemis, parce qu'il est toujours dans un rapport de conflit. Il n'est pas président, il est toujours en conflit, à créer des conflits avec les uns les autres. Et donc, comment est-ce que je vais pouvoir dégommer les différents gouverneurs que j'aime pas beaucoup et qui peuvent être des potentiels rivaux à mon élection? Donc, il a monté toute cette stratégie, mais extrêmement active. Il n'y a pas un jour où il ne fait pas quelque chose, où il ne dit pas quelque chose, il ne va pas se promener serrer des mains dans un endroit, où il ne fasse pas une provocation et tout. Donc, de déstabilisation pour essayer de renforcer son pouvoir, et de façon extrêmement bien structurée et organisée.
Et par exemple, de temps en temps, il y a une semaine où il injurie tout le monde, il injurie les députés, les sénateurs, les membres de la Cour suprême. On dit oh là, qu'est-ce qui va se passer et tout. Et puis la semaine après, il revient en arrière, il renégocie et tout. Il vient là, par exemple, de carrément acheter le Parlement en achetant un certain nombre de députés non, pas tellement typés idéologiquement. Ce qu'on dirait les non-inscrits en France, on appelle le Saint-Lan ici, une espèce de marais de députés qui vient d'acheter avec de l'argent et puis un certain nombre de postes, de très beaux postes d'administration et tout. Donc, pour l'instant, moi, je vois un Bolsonaro qui avance, qui gagne du pouvoir, qui gagne de la force. Il a été assez astucieux parce que ce discours de il faut relancer l'économie, il faut arrêter le confinement, il faut retourner bosser, a un écho extrêmement favorable auprès de la population plus populaire, plus pauvre, qui vit l'informalité et pour qui l'arrêt de l'économie est dramatique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il aura organisé une aide d'urgence de 600 reais par mois pendant 3 mois. Donc il a su aussi cultiver sa popularité. Il a certainement perdu des partisans du côté de la classe moyenne, d'autant plus qu'il a vidé son ministre de la Justice, qui est extrêmement populaire, le juge anticorruption. Donc, moi, je vois un Bolsonaro qui a beaucoup avancé, qui a profité de la pandémie pour avancer ses pions. Et face à ça, il faut bien dire que jusqu'à présent, la société brésilienne et l'opposition, elle est restée très, très, très muette. Elle commence à se réveiller depuis 15 jours, mais pour l'instant, elle n'a pas vraiment réagi, elle a du mal à s'organiser. Et les seuls freins que rencontre Bolsonaro, ça peut être le Parlement, puis surtout le Sénat, et la Cour suprême. La Cour suprême qui aujourd'hui l'empêche de faire il y a un certain nombre de grosses bêtises, d'ailleurs 80% sont anticonstitutionnelles, et donc c'est un petit peu un peu le rempart pour éviter cette progression de Bolsonaro qui va, alors en France on dit beaucoup, oh là là, il veut un coup militaire et tout. Je ne suis pas complètement sûr, il a des militaires partout dans son gouvernement et tout, mais on va plutôt vers ce qu'on appelle une démocrature à la Erdogan, à la Poutine, ou alors, moi ça m'amusait beaucoup, je relisais un texte là-dessus, à la Chavez. Parce que Bolsonaro déteste le Venezuela, pour lui c'est le comble de l'horreur, mais quand on regarde comment il se comporte et comment il fait, ça ressemble farouchement à ce qu'a été Chavez il y a une époque. Vous avez tout à l'heure mentionné au passage l'aide d'urgence pour plusieurs mois qui a été votée qui a été accordée par Bolsonaro. J'ai lu qu'une partie de cette aide avait été détournée par des gens dans de très bonnes situations et par des épouses d'industriels ou par des enfants de hauts fonctionnaires qui avaient réussi à se faire attribuer par l'effet du mauvais fonctionnement de la bureaucratie brésilienne, qui avait réussi à se faire attribuer ces aides. C'est anecdotique, mais enfin, toutes les anecdotes peuvent avoir un sens. Elle m'amène en tout cas à parler, pour peut-être terminer notre conversation, elle m'amène à parler de la situation des gens les plus démunis au Brésil, ceux qui sont traditionnellement représentés en France par les gens des bidonvilles, des favelles, qui ne sont pas les plus mal lotis, mais qui sont évidemment eux aussi peu aptes, peu disposés au confinement. Ah oui, c'est effectivement, dès qu'il y a eu la pandémie, c'était une grosse préoccupation. Alors, je parle surtout en tant que carioca ici à Rio, de dire, bon, qu'est-ce qui va se passer dans les favelles? C'était quand même une grosse inconnue, parce qu'effectivement, en termes de pandémie, c'est la catastrophe. Les favelles, les gens vivent très, très, très nombreux dans des espaces petits, il y a une promiscuité énorme, une densité de population dingue, des conditions d'hygiène. On dit au début, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains. Les gens dans les favelles disent, ouais, d'accord, on se lave les mains quand on a l'eau courante. Quand on n'a pas l'eau courante, c'est un peu plus difficile. Donc, il y avait une inquiétude énorme. Alors, comment ça? Alors, c'est pas évident de savoir ce qui se passe. Ici, c'est un peu tabou. Moi, ce que j'ai compris, c'est que déjà, les favelles, les gens sont souvent organisés tout seuls. Les favelles sont habituées à ne jamais compter sur quoi que ce soit des services publics. Ils sont abandonnés depuis longtemps, surtout ces dernières années. Et donc, ce sont les institutions communautaires qui se sont pris en charge, se sont pris en main, ont essayé d'organiser, de demander aux gens de respecter. Et vous savez bien, dans les favelles, il y a une solidarité absolument inimaginable. Les gens sont extrêmement solidaires. La deuxième chose, ils ont pu compter de façon extrêmement active sur beaucoup d'ONG, mais aussi des particuliers, des entreprises, et une très grosse mobilisation pour simplement
donner la nourriture, puisque les gens étaient cloîtrés dans les favelles et ne pouvaient plus bosser. La plupart travaillent de façon informelle, c'est des vendeurs ambulants et tout, donc ils n'avaient plus aucun revenu, plus rien du tout. Donc là, il fallait assurer simplement que les gens à manger. Puis les enfants qui généralement allaient manger à la cantine, ben, ils n'avaient plus de cantine. Donc il y avait un problème d'urgence. Et après, alors c'est là où c'est une histoire carioca compliquée. Après, il semble que là où il y avait du trafic de drogue, le trafic de drogue est plutôt joué la carte du confinement, est plutôt aidé au confinement, parce qu'ils avaient la trouille que le virus entre dans la favelle et qu'il y ait une hécatombe, dans laquelle ils auraient été touchés aussi. Donc, ils ont plutôt joué la carte du confinement. Et dans certaines favelles, on sait que le trafic de drogue a organisé des couvre-feux. À partir du temps, on ne pouvait plus sortir, etc. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, le Premier ministre de la Santé, à un moment, avait dit oui, pour traiter le problème dans les favelles à Rio, il faudra bien qu'on discute avec les trafiquants de drogue parce que ça passe par eux. Scandale! Mais le scandale, c'était de le dire, pas de le faire, évidemment. Par contre, il y a d'autres quartiers de Rio, le quartier de banlieue, de grande banlieue, la banlieue ouest et tout, aussi, où alors là, ce n'est pas tenu par les trafiquants de drogue, mais par ce qu'on appelle la milice. La milice, c'est du racket. C'est souvent des anciens policiers, des anciens militaires, des anciens pompiers et tout, et qui vivent du racket. Donc, ils raquettent les gens surtout. Et eux, au contraire, ils ont surtout pas de confinement. Parce que si les gens étaient confinés, ils ne bossaient plus. S'ils ne bossaient plus, ils ne gagnaient plus d'argent. Et eux ne pouvaient plus les raqueter. Et donc, dans tous ces quartiers-là, il n'y a pratiquement pas eu de confinement. La vie a continué normalement parce que la milice empêchait absolument tout confinement. Donc, on est sur des situations très, très compliquées. Ce n'est pas toujours facile de savoir exactement ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. C'est un peu tabou, mais j'ai eu un certain nombre d'informations. Certains médias ont aussi relayé pour essayer de voir la complexité de ce problème dans ces quartiers-là, sachant qu'effectivement, il y a fait allusion, pour beaucoup, l'aide d'urgence, alors la mise en œuvre a été chaotique. À mon avis, beaucoup de gens qui auraient dû l'avoir l'ont pas eu, d'autres qui l'ont touché alors qu'ils n'auraient pas eu. Bon. Mais bon, ça a quand même eu vertu d'exister. Il y a à peu près 50 millions de Brésiliens qui ont quand même touché cet argent-là. Ça a permis un peu de limiter les dégâts. Hein. C'est un peu un filet de sécurité pour ces populations-là, qui restent quand même extrêmement, extrêmement vulnérables. Christian Bouillot, je vous remercie beaucoup d'avoir éclairé pour nous cette situation brésilienne. Je recommande très vivement à nos auditeurs de s'abonner, de regarder, et puis ensuite de s'abonner à votre blog, qui est riche, très divers, et dont nous allons mettre le lien avec l'enregistrement de cette conversation. Merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de pouvoir faire partager cet amour pour ce Brésil, même dans ces moments extrêmement difficiles, et le faire mieux connaître et faire partager cet amour avec mes compatriotes français. Je crois que vous l'avez fait et bien fait. Merci, Christian Bouillot.